Tout d'abord, j'ai eu la chance de travailler dans deux régions du Sahel totalement opposées. Ma première expérience, c'était à la fin des années 80, j'avais 25 ans et j'ai participé à un programme qui mêlait ethnologie et archéologie au Mali. Et là, sur place, nous avons vécu dans la ville de Djenné. Et Djenné, c'est une des perles du Sahel. C'est une ville qui est d'ailleurs classée UNESCO avec une mosquée extraordinaire, une architecture traditionnelle et un mode de vie complètement traditionnel. Et à l'époque, on était 3 Occidentaux à vivre dans cette ville qui doit contenir 10 à 15 000 habitants. Donc ça a été une immersion extraordinaire. C'est aussi lié à mon jeune âge, c'était un peu la découverte de cette région et j'en garde un souvenir très marquant. Et puis plus tard, à partir de 1994, j'ai commencé à travailler à Kerma, au bord de la vallée du Nil, au Soudan. Et là, on est à l'autre extrémité du Sahel, parce que finalement, le Sahel, c'est Dakar-Djibouti, c'est ces grands axes est-ouest. Et là, j'ai eu d'autres expériences. C'est un pays complètement différent. C'est un pays où, moi, je travaille un peu plus au nord, à la limite nord du Sahel, déjà presque dans l'actuel Sahara. Et là, j'ai eu d'autres expériences très marquantes. Par exemple, de croiser encore des caravanes de dromadaires, de plusieurs centaines de dromadaires, qui migrent depuis le Sahel, depuis le Darfour d'ailleurs, où il y a des élevages intensifs de dromadaires, jusqu'en Égypte, par une piste probablement millénaire qui a dû se développer, en tout cas à partir du Moyen-Âge, qui s'appelle la route des 40 jours. Et ces gens traversent le désert encore maintenant avec une connaissance de tous les points d'eau, tous les repères, pour arriver à peu près en Moyenne-Égypte, où ils vont vendre leurs chameaux, soit pour des courses, car on fait beaucoup de courses de chameaux dans la péninsule arabique, soit alors simplement pour de la viande et de la consommation. Je pense que le principal problème finalement qui touche à l'histoire africaine, parce que l'Afrique a une histoire extrêmement riche, et comme vous dites, par exemple au Moyen-Âge, toute la bande sahélienne va connaître une multitude de royaumes avec une histoire extrêmement riche, complexe, avec des contacts, évidemment des conflits, mais aussi un apport commercial extrêmement important à travers les fameuses routes sahariennes. Alors pourquoi on connaît si peu cette histoire ? Parce que c'est une histoire qui n'est quasiment pas écrite. C'est une histoire qu'on connaît par des traditions orales et essentiellement par l'archéologie. Et je pense qu'encore aujourd'hui, dans notre civilisation occidentale, malgré l'accent qu'on met sur par exemple les populations autochtones, on a encore ce réflexe de privilégier les civilisations de l'écrit. Le Sahel, c'est une région qui nous touche aujourd'hui parce que c'est une route migratoire extrêmement importante, avec évidemment et qui soulève des problèmes de relations nord-sud qui ne sont pas du tout réglés, avec un mal-développement chronique dans un certain nombre d'États africains. Le Sahel, c'est aussi une région qui va beaucoup souffrir dans le futur du réchauffement climatique et sur lequel il faut avoir une attention très particulière parce que nous ne sommes plus dans un monde où les phénomènes sont locaux, les phénomènes sont très vite mondialisés et des problèmes vont se traduire par des problèmes migratoires aussi. L'Europe les connaît bien et réagit souvent sur les conséquences et plus assez sur les causes. Je pense que parfois l'Afrique de l'après-colonisation des années 60 ou 70 a vécu un monde plus multilatéral et peut-être plus efficace dans la possibilité de donner des réponses appropriées. Ça, c'est une chose. L'autre point important, c'est que ces populations, et aujourd'hui le revendiquent, ont une histoire, et cette histoire, ça fait partie finalement non seulement de la culture, mais de l'identité, de la fierté de ces populations, dont s'inscrire dans un monde contemporain et présenter finalement la valeur de sa culture et l'importance même de son pays, c'est aussi mettre en avant finalement l'histoire, son histoire et l'histoire qui est parvenue à la situation actuelle. Nous avons développé un programme de 10 ans de fouilles sur cette nécropole royale absolument extraordinaire. C'est un site qui couvre 70 hectares, dans lequel on a estimé le nombre de tombes à 35 000.
Alors il y en a un peu plus d'un millier qui ont été fouillés, parce qu'il y a déjà eu des fouilles il y a un siècle par exemple, mais on a repris avec des méthodes modernes, des fouilles systématiques, et aussi avec des étudiants de l'université qui sont venus se former sur un terrain d'une richesse incroyable. Alors cette nécropole, il faut la remettre dans son contexte. Cette nécropole, elle est accompagnée d'une ville qu'un de mes prédécesseurs a fouillé, qui est une capitale d'un royaume, qu'on appelle le royaume de Kerma, qui est le premier royaume qui se développe en Afrique au sud de l'Égypte. Évidemment, l'Égypte, c'est un peu un cas particulier, on le sait, l'Égypte est connectée à la Méditerranée, elle est connectée à notre histoire finalement, à notre civilisation. Plus au sud, c'est une autre histoire. Donc, c'est un premier royaume qui se développe en 2500 et 1500 avant Jésus-Christ. Ce que nous avons fait dans la nécropole, c'est de travailler sur les 5 premiers siècles de formation de ce royaume pour comprendre comment émerge un pouvoir étatique centralisé dans une région sur laquelle on attribue souvent, et à tort, par le manque de sources historiques, le fait que ce sont des sociétés périphériques finalement, et peu organisées, voire peu hiérarchisées ou peu structurées surtout. Ça nous a poussé, ça nous a conduit à découvrir en 2018 la première tombe royale de ce cimetière. C'est une tombe qui fait 10 mètres de diamètre, c'est assez grand, qui était recouverte d'un énorme tumulus, qui malheureusement est très pillé, mais on a pu mettre en évidence quand même de nombreux vestiges qui restaient dans le remplissage de la tombe. Et surtout, en face de la tombe, nous avons découvert un alignement de crânes de vaches, probablement des sacrifices qui sont faits au moment des funérailles qui doivent durer plusieurs mois, et on en a trouvé quand même 1400. Ça veut dire que pour un individu, on est capable de faire venir des troupeaux de tout le royaume et d'organiser finalement une cérémonie absolument fastueuse, et cela à 2000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 4000 ans. Le Sahel, c'est une zone qui est faite finalement d'une couverture forestière assez faible, ce sont des zones d'acacia, avec beaucoup de pâturages naturels, des pâturages qui vont évidemment à la saison des pluies reverdir. Donc c'est un lieu privilégié pour des sociétés pastorales. Et par exemple, certains connaissent l'ethnie des Peuls qui couvre le Niger et le Mali, qui est une société assez spectaculaire, extraordinaire, qui est une société de pasteurs. C'est-à-dire que ces gens vivent avant tout de l'élevage de bovins. Au Soudan aussi, dans la zone sahélienne du Soudan, il y a énormément d'élevage et surtout des bovins. Les chameaux, c'est un petit peu plus au nord, là où c'est un peu plus aride. Donc c'est déjà une zone où les populations sont mobiles. Ça veut dire que c'est une zone où les limites sont floues, ce que n'apprécient pas trop évidemment les gouvernements actuels qui ont des limites nationales assez fixes et sur lesquelles on circule très facilement. Donc cette circulation, elle existe. Alors malheureusement, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que cette circulation est-ouest, elle peut par exemple générer des problèmes en effet de conflits. Des problèmes, on parle beaucoup du djihadisme par exemple, ou alors du commerce de drogue. On m'a raconté que dans l'ouest du Soudan, dans une zone extrêmement perdue, des douaniers ont ouvert des mallettes dans lesquelles se trouvait de l'héroïne. On se dit mais qu'est-ce que ça fait ici? Donc il y a ce genre de trafic, il y a des trafics qui sont tout à fait honorables aussi, ou des circulations. C'est aussi une voie de pèlerinage pour aller à la Mecque. Donc aujourd'hui encore, c'est une voie de passage, mais évidemment que les limites nationales, les problèmes finalement des États modernes, le fait qu'on passe régulièrement de monde francophone à monde anglophone, font que cette circulation s'est un peu entravée par rapport aux périodes anciennes. J'ai une vision beaucoup plus contrastée, c'est-à-dire, et puis c'est souvent le cas, de l'extérieur, on a une impression d'un pays qui est modelé par les médias et malheureusement, on le sait très bien, à travers les informations, on a tendance à insister un peu trop sur ce qui est négatif, on insiste sur les crises, on parle un petit peu moins de tout ce qui peut faire la splendeur ou l'aspect attractif de certaines régions. Donc en allant par exemple au Soudan, j'y suis allé en 1994, quelques années après qu'il y ait eu un coup d'État, c'était un régime islamique. Et le Soudan, j'ai pensé que c'était un peu l'image qu'on avait eue de la révolution iranienne avec Khomeini, c'est-à-dire
des barbus un peu hirsutes dans la rue, des gens plutôt agressifs, etc. Et puis j'ai découvert un monde complètement différent. Non, évidemment, aller au Soudan au moment du conflit au Darfour, déjà on n'y va pas et j'irai pas faire des fouilles dans une zone en conflit, c'est clair, mais le Soudan est un pays absolument immense. Moi j'ai travaillé au nord du Soudan, dans une région où il n'y a jamais eu de conflit. Le conflit du Darfour, pour nous, je ne veux pas le nier, mais c'est un peu comme le conflit de la Yougoslavie pour nous, la Suisse, c'est la même distance. Donc il faut aussi pouvoir séparer les choses et comprendre que ces régions, finalement, ne sont déconnectées. C'est un État fédéral, donc on a des réalités extrêmement différentes à l'intérieur d'un pays. Autre point aussi, c'est qu'en fait, les Soudanais en eux-mêmes ne sont pas du tout intégristes. Alors ils s'y sont mis parce que finalement, la révolution islamique au Soudan est un acte avant tout politique. Et ce n'est pas, c'est un coup d'État d'ailleurs, hein, c'est pas une révolution, c'est un coup d'État où l'islam a été mis en avant pour différentes considérations. On n'est pas très loin de l'Arabie Saoudite, dans l'islam aussi assez dur, etc. Et moi j'ai rencontré une population, un, qui n'était pas du tout fanatique, deux, qui était extrêmement sympathique. Les Soudanais sont un peuple très doux, en fin de compte très accessible, avec une hospitalité extraordinaire, et dans toutes les régions où j'ai été, avec un sentiment de sécurité très grand. Et j'ai souvent dit, le Soudan, c'est une région où des femmes occidentales seules pourraient très bien voyager sans être agressées et sans rencontrer aucun problème. Ce qui n'est peut-être pas le cas de certains pays d'Afrique du Nord, où c'est déjà plus compliqué. Le Soudan, évidemment, profite peut-être un peu de sa fermeture avec des structures qui sont restées très traditionnelles aussi. Mais voilà, donc il y a des réalités extrêmement différentes et je pense que c'est valable pour d'autres régions du Sahel, beaucoup d'autres. Et ça, évidemment, on peut s'en rendre compte seulement quand on est sur place. Au Sahel, ça dépend des pays. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé au Mali. Aujourd'hui, je le sais, j'ai des collègues qui ont continué. C'est compliqué, on n'y va plus. Donc le Mali est dans une phase de crise extrême à l'heure actuelle, c'est un cas particulier. Mais je pense que selon les régions, on peut encore circuler. Le Tchad est un pays moins ouvert, mais je pense qu'on peut circuler au Tchad sans problème. Il n'y a pas de djihadisme. Ou au Soudan, non, il n'y en a pas. Au Soudan, on n'a jamais eu de problème de sécurité en tout cas. Maintenant, il faut voir cela d'un pays à l'autre, d'une situation à l'autre. Et je ne suis pas en train de dire que tout est blanc en ce moment. Il y a vraiment des questions, ou plutôt, je pense, des conflits à résoudre, une problématique très complexe sur place. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir des expériences extrêmement différentes dans cette bande sahélienne et surtout ne pas généraliser. Il y a encore des endroits qui sont extraordinaires où on peut y aller, où les gens sont ouverts au contact et je pense que même au Mali, malgré les problèmes, moi j'ai gardé aussi un souvenir lumineux des populations, de l'accueil qu'ils pouvaient faire, de la volonté d'échanger et je pense que ça reste malgré tout parce que finalement la masse et le 99,9% de la population est en quelque sorte prise en otage dans ces situations, mais subit ces situations et n'y participe pas.